détesté. Voilà, si vous avez besoin d'autres reviews littéraires hyper détaillées, vous savez, vous pouvez venir ici. Mais c'est compliqué. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne La Bouquinade. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouveau point lecture et c'est des lectures que j'ai fait pendant cet été, donc pas vraiment des lectures automnales, je suis désolée, le décor est trompeur, mais c'est des lectures que j'ai faites ouais, cet été. Je pense qu'on va crever l'abcès tout de suite et le premier que je vous attrape de ce point lecture, c'est La Pavasse, le prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon aux éditions de Saxus. Donc j'ai la version draconique, donc celle avec les pages colorées. Alors du coup, qu'est-ce qu'on en pense? Je vais peut-être quand même vous faire le résumé avant. Dans cette histoire, nous avons le royaume de Beretney, enfin la maison de Beretney, qui règne sur l'Inis depuis près de 1000 ans. La reine Sabran IX rechigne à se marier et donc c'est compliqué de donner naissance à une héritière, afin surtout de pouvoir garder la couronne au-dessus de sa tête. Et pour protéger non pas son royaume mais son Rénome, c'est comme ça que ça s'appelle ici, il faut absolument qu'elle ait une héritière parce que les ennemis arrivent, ils sont vraiment très proches. De notre côté, nous allons avoir la servante de la reine qui elle appartient à une société très secrète de mages et vous vous en doutez, sa mission c'est de protéger coûte que coûte sa reine. Et même si l'usage de la magie est interdit, elle devra peut-être en user. Ensuite, c'est pas fini. De l'autre côté de ça, nous avons le personnage de Tané qui s'est entraînée toute sa vie pour devenir une draconnière et c'est aussi les créatures les plus impressionnantes qui existent dans ce Rénome. Ensuite t'as l'Est et l'Ouest qui continuent un petit peu à se faire la guéguerre et chaque jour un peu plus les forces du chaos s'éveillent et cet Est et cet Ouest menacent à tout moment de s'écrouler. Voilà très grosso merdo pour le résumé du prieuré de l'Oranger qui je trouve est assez simple par rapport à la complexité et à tous les éléments à prendre en compte ainsi que tous les personnages à prendre en compte dans cette histoire. C'est un livre que je vous ai proposé en lecture commune pendant cet été et il y avait également le préquel que je n'ai pas lu puisque j'ai un avis assez mitigé sur le prieuré de l'Oranger en tant que tel. Alors je ne sais pas si c'était parce que je l'ai traîné en longueur sur les 2 mois, je ne sais pas si parce que j'avais la tête occupée à beaucoup de choses comme accessoirement ce fameux gros déménagement et peut-être aussi que j'attendais beaucoup trop de ce livre. Mais il y avait tellement de retours dessus, il y avait tellement une grosse hype que c'est obligé au bout d'un moment que tes attentes soient assez hautes quand on t'en parle autant et avec beaucoup de bonnes critiques quoi. Vraiment j'ai essayé de m'accrocher jusqu'au bout, jusqu'aux dernières branches, c'était compliqué. Donc on a principalement ces 4 personnages et j'avoue que j'étais un peu indifférente même si on les suit tout le long donc t'as le temps de les comprendre etc. Bah on n'a pas tellement fait copain-copain. Pourtant je trouve qu'il y a vraiment un très bon world building. Le système de la magie est certes épuré mais c'est vachement efficace et même si du coup il y a cette trame principale que je vous ai dit au début, il y a aussi plein d'intrigues secondaires qui du coup à chaque fois t'amènent à réfléchir ou à penser autrement et à vraiment avoir ton cerveau qui est en mode alerte parce que tu essayes de vraiment tout capter de toutes les intrigues politiques, gouvernementales et magiques qui peuvent se passer dans cette histoire. Le gros plus par contre, et ça c'est indéniable, c'est la représentation féminine qu'il y a, des femmes de pouvoir qui sont mises en avant et ça c'était extrêmement bien, mais c'est compliqué. Surtout, alors j'avoue que là je savais pas, l'espèce d'intrigue amoureuse là, vraiment non, là pour le coup je dis non. Autant j'adore mes romances, autant là j'en avais pas besoin. Je saurais pas comment trop vous dire. Et en même temps c'est pas tellement une déception, je suis mitigée et j'avais l'impression des fois qu'en fait ça traînait en longueur et qu'on tournait autour du pot alors que ça aurait pu aller plus vite. Et des fois j'avais l'impression d'avoir des paragraphes et des descriptions juste pour avoir des paragraphes et des descriptions et avoir beaucoup de pages. Et vraiment j'ai eu cette sensation que des fois ça traînait en longueur mais sans que j'y trouve un bénéfice à l'intrigue ou un bénéfice à la narration et c'était hyper frustrant et du coup j'avais l'impression de ne jamais avancer. Pourtant au niveau flashback ça va, mais comparé à d'autres romans que j'ai pu faire comme une romance que je vais vous présenter tout à l'heure où là t'avais vachement de flashback, mais là non. Et pourtant j'avais cette impression de tirer en longueur, d'essayer de ramer pour avancer et oui j'ai mis beaucoup de temps pour le lire, en même temps déjà il y a beaucoup de pages mais je peux pas dire qu'il y avait ce truc qui fait que tu tournes vite les pages et que t'as cette sensation de ne pas accuser le coup du nombre de pages quoi. Je sais pas si c'est hyper clair ce que je dis mais en tout cas j'en ai été assez mitigée à la fin de cette lecture et c'est pour ça que je n'ai pas encore lu le préquel et c'est aussi pour ça que j'ai pas trop communiqué, genre j'ai fait juste quelques apparitions sur le Discord mais parce que j'étais
j'étais très perplexe quoi, c'est vraiment le mot, j'étais perplexe. Bon, on va continuer sur le truc perplexe avec Magic Academy de Jupiter Fanthéon, la magie oubliée, donc c'est en auto-édition. Ça m'a été envoyé par l'autrice et j'étais très contente parce que c'est un livre que je voulais lire depuis un petit moment. Ça fait un moment que je le voyais dans mes suggestions Amazon, dans mes suggestions Babelio, dans mes suggestions Audible parce qu'il est également disponible en audio. Je sais pas ce qu'il donne en audio donc j'avoue que là pour une fois que je lis pas en audio je ne pourrais pas rebondir sur si j'ai aimé ou pas. Le livre audio en lui-même, mais tout ce que je peux vous dire c'est que le papier, je crois on peut dire qu'on est sur un abandon. Je suis pas du tout allée au bout de ce livre. Alors c'est pas comme le Prieuré de l'Oranger, loin de là, mais je pense que j'ai lu trop de choses, trop de livres qui ressemblaient à ça. Mais peut-être que déjà vous connaissez pas le résumé, donc je vais peut-être le résumer aussi. On est à Stalen dans une école de magie, et c'est une école de magie élitiste, donc pas n'importe laquelle d'école. Askana a 16 ans et il y a peu, elle ignorait complètement l'existence de ce monde magique. Parce que c'est un peu comme Harry Potter, t'as un monde magique et t'as les moldus. Dans cette école tu retrouves vampires, loups-garous, mages, et évidemment les humains n'en savent rien. Askana va arriver dans cette école, à peine arrivée, on l'attaque. Qu'est-ce que c'est que cette manière de dire bonjour? Dans cette école aussi, tu vas pouvoir dresser ton familier, et donc elle va apprendre à dresser son familier, elle va apprendre les codes, elle va apprendre l'histoire aussi de la magie, etc. Enfin vraiment, elle a tout un monde à réapprendre finalement. Et Askana est une semi. C'est comme les Sandebourbe, à moitié magicienne, à moitié humaine. Et les semis, comme les Sandebourbe, à la vieille époque de Poudlard, ne sont pas bienvenus là-bas. Enfin, bien vus. Bienvenue et bien vu. Askana va pas arrêter de tomber sur ce loup-garou très sexy. Elle ne comprend pas pourquoi elle n'arrête pas de tomber sur lui. La coïncidence, jeune fille, la coïncidence, réfléchis bien. Et une menace sonne aux portes de cette école, de ce campus. Alors, c'est absolument loin d'être mauvais, je vois la dynamique, je vois le côté addictif, mais entre Nevermore, Harry Potter, Night School, où t'as un peu ce système d'école assoiffé, qu'est-ce qu'il y a d'autre, je ne sais plus. Mais je pense que c'était pas le bon moment parce que là c'était une overdose. J'avais l'impression de reconnaître tous les codes, j'avais l'impression de reconnaître le système en soi. Et j'avoue que je regarde aussi beaucoup de séries avec les mêmes éléments, du coup j'avais l'impression juste de relire quelque chose que je connaissais déjà, même si on a une héroïne qui est déjà assez mature, qui est déjà adolescente, qui n'est pas une jeune enfant comme on peut avoir dans Nevermore ou comme on peut avoir dans Harry Potter. Mais il y avait les mêmes éléments et du coup ça m'a complètement freinée et j'ai fini par reposer le bouquin parce que je n'arrêtais pas de faire des comparaisons et dans ce sens-là je ne peux pas apprécier le livre si je n'arrête pas de faire des comparaisons. Voilà, donc ça s'est tout simplement arrêté ici. Je ne sais pas si certains l'ont lu, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ou pas, si je devrais quand même continuer et passer le premier tome. Peut-être que je vais me débloquer un coup de cœur après, ça m'est déjà arrivé, mais en tout cas c'est ce qu'il en est de mon avis aujourd'hui sur le tome 1 de Magic Academy de Jupiter Fanthéon. En plus j'en ai un autre dans ma palle, c'est le Trône des magiciens. Ça se passe avant ça d'ailleurs? Bon, après celui-ci ce sera que de la romance, hein. J'ai lu et j'ai détesté, désolée, Le Palais des Otomae de Nina Varela aux éditions de Saxus. Très beau, très sympa. Je ne sais pas vous dire pour la traduction si elle est bonne, si elle est mauvaise, parce que je sais que de Saxus se font pas mal titiller sur ça. Pour le coup là, sur celui-ci, je sais pas vous dire, mais j'ai rien remarqué de si particulier que ça. Vraiment là, ça commence très mal pour lecture finalement. Les Otomae sont conçus par les humains et sont conçus pour être asservis à eux. Au bout d'un moment, ils en ont eu marre, ils ont décidé de renverser les humains, n'est-ce pas? On a tous peur de ce moment-là un jour. Et ils ont ravagé le royaume des Rabus. Oui, c'est ça, des Rabus. Nous avons le personnage d'Ayla qui travaille dans l'endroit de ses tortionnaires si je puis dire. Petit à petit elle a réussi à gravir les échelons et elle ce qu'elle veut c'est venger sa famille en tuant la fille du souverain et elle est au service de celle-ci. Info quand même à pas négliger. Et puis elle va découvrir que c'est une personne douce et même généreuse. Et donc cette fille s'appelle Lady Crieur. Et évidemment, elle a été conçue pour être parfaite. J'aimerais bien que ce soit le cas, s'il vous plaît, pour moi, si on peut faire pareil. Et celle-ci va être fiancée, mariage arrangé, avec Kinok. Peut-être aussi qu'il y a des gens qui sont pas hyper bienveillants. En tout cas, toutes les deux vont petit à petit développer des sentiments. Et forcément, on se doute bien que le destin des Otomae et le destin des humains va être remis en cause. Et il est en péril tout simplement. Juste, on n'est pas copines avec les protagonistes. Là, c'est purement du feeling. Je ne peux pas vous dire si c'est forcément bien
bien écrit ou pas, parce que je n'ai pas de choses particulières à dire, ça peut se lire quand même relativement vite, plus vite que le Prieuré de l'Oranger, ça c'est sûr, bon après la dose de pages ça aide, mais je n'ai pas réussi à me rapprocher de ces personnages, je n'ai pas réussi à d'être en attente de ce qui allait se passer, je n'ai pas réussi à sentir ce suspense là, généralement en plus je devinais ce qui allait se passer donc c'était usant et ce qui a fait que ça a été un très très gros flop pour moi. Je pourrais pas vous détailler plus que ça parce que c'est vrai que quand on n'aime pas un livre c'est compliqué de traîner en longueur son avis même si j'ai pu le faire pour les livres précédents. Bon ensuite j'avais dit qu'on passait à de la romance et je vous présente du coup Our Love Story de Marie Agi et de Evie Estier. Oh ça me fait penser qu'en live j'ai dit Marie-Lou, pas du tout, pardon madame. J'ai lu cet été, j'avais besoin d'une romance tranquille, pépouse et vraiment ce 4 mains, une réussite. Nous avons ici Andrew qui est un écrivain qui a connu son heure de gloire et qui aujourd'hui sa carrière est complètement en déclin ainsi que sa popularité. Et de l'autre côté nous avons Griffin qui lui est un auteur là qui est en train d'exploser. On va leur proposer tous les deux de faire une tournée de dédicaces dans cette petite camionnette, tous les deux ensemble pour un petit peu aider Griffin à remonter la pente. Andrew plutôt parce que Griffin lui va bien. Et il se trouve que Griffin en tant que jeune auteur il a connu les débuts de carrière de Andrew et il est littéralement fan de cet auteur, il l'adule vraiment et il a un très grand respect pour lui. Mais pour Andrew, de devoir aller en tournée de dédicace avec cet auteur là, c'est assez compliqué, ça fait remonter beaucoup de choses en lui et Griffin est quelqu'un, comment dire, qui exprime vraiment ses sentiments, il en déborde et Andrew lui qui est beaucoup plus réservé et qui n'arrive pas à gérer ce débordement d'émotions, c'est compliqué là, ça souffle le chaud et le froid. Mais le road trip des dédicaces va quand même commencer. Donc c'est mon premier Evie Estier d'ailleurs et j'ai commencé par celui-ci, c'est celui qui me donne le plus envie. Evie Estier est connue pour écrire principalement que de la romance MM, voire exclusivement. Marie Agi, je n'ai jamais lu donc je ne saurais pas vous dire et je suis pas allée plus que ça regarder il me semble. Et ça faisait déjà 2 fois que j'allais voir Evie Estier en dédicace. Je m'étais déjà pris un premier livre que je vais vous présenter après parce que je l'ai lu un peu plus récemment. Et ensuite quand c'était un salon de romance qu'il y avait dans son espace culturel à Nantes, à l'époque où j'étais encore à Nantes, elle était en dédicace là-bas et du coup j'en ai profité pour lui prendre celui-ci et un autre livre aussi. Non, celui-ci je l'avais précommandé. Attendez. Oui c'est ça, celui-ci je l'avais précommandé. Ah oui, j'avais acheté le Hugo à Nantes et allez on s'en fout. En ce qui concerne mon avis vraiment ça a été un sans faute. Faut savoir que Evie Estier écrit de manière assez crue hein. Faut pas avoir peur, c'est un livre pour public averti parce qu'on est sur de la new romance mais quand même par rapport au langage, vraiment pour un public averti selon moi. La romance s'installe doucement, il y a plusieurs moments où t'as envie un petit peu de secouer Andrew et d'essayer de le faire relativiser sur des choses, t'as envie de le prendre en main, t'as envie de limite de l'envoyer voir un psy pour un petit peu parce qu'il a besoin de vider son sac quoi. Mais en même temps t'as ce Griffin, t'as tellement envie d'être son ami, t'as tellement envie d'être là pour lui. Vraiment pour le coup, comparé aux autres romans, j'ai vraiment réussi à me rapprocher des personnages et j'ai adoré ce duo, j'ai fondu en larmes au bout d'un moment quand il y a un passage par rapport à Andrew et Griffin en particulier, vraiment j'ai fondu en larmes, vraiment ça m'a poignardé le cœur. La fin, j'aurais tellement voulu limite avoir un tome compagnon pour avoir plus de douceur et c'est complètement addictif. Je l'ai lu en moins de 24 heures pour le coup celui-ci, ça peut se lire extrêmement vite. Une fois que tu t'es bien attaché au personnage, clairement tu le dévores ce bouquin et vraiment pour moi ce 4 mains c'est une réussite. Je n'ai pas su voir qui a fait quoi, qui a pris quel personnage, qui a pris telle correction, je n'en sais rien parce que franchement ça ne s'est absolument pas ressenti que c'était un 4 mains. Je vous disais donc du coup que j'avais acheté la première fois que je suis allée voir Evie Estier un de ses livres, c'est Il suffira d'un peu de poussière d'étoiles, c'est toujours en auto-édition comme les précédents, soit vous pouvez les trouver sur son site soit via Amazon, je vous mettrai en barre d'infos du coup les liens Amazon. Là c'est pareil, nous allons voir 2 personnages avec un certain écart d'âge plus gros que du coup sur Our Love Story. Ici nous avons King qui est un ancien joueur de hockey qui a eu un meilleur ami, ce meilleur ami a eu un fils. Oui, ce fils a bien grandi, etc. Et ce fils a toujours vraiment adulé King. Il a vraiment toujours vu enfin, je sais pas comment dire. Parce que quand il était tout petit, il disait que genre King c'était genre le mec idéal, etc. Mais en devenant adolescent et en devenant jeune adulte, il en est tombé vraiment follement amoureux. Il a dû ensuite partir faire ses études à Paris et un jour il retrouve King qui n'est plus du tout joueur de hockey professionnel et qui semble très éteint par rapport à quand il l'a connu en plein cœur de sa passion. Je sais pas si c'est hyper français. Et là King tout d'un coup, comme dans L'été où je suis devenue
devenue jolie le voit complètement autrement et tous les deux vont finir par se rapprocher. Alors pour moi on n'est pas du tout sur un slow burn pour le coup, je trouve que c'est un peu plus slow burn or love story et chouïa, hein, pas des masses non plus. C'est encore plus cru, clairement tu sens que la Heavy était toute seule. Vraiment pour le coup là elle s'est fait plaisir, elle s'est lâchée et vraiment c'est ce que j'ai aimé, j'avais besoin d'une lecture qui était directe, qui allait vraiment droit au but, qui faisait pas des parallèles, des comparaisons, des hyperboles, de je ne sais trop quoi. Bref, elle arrondissait pas les angles et c'est clairement la lecture dont j'avais besoin pour me sortir un petit peu des romans fantastiques que j'arrête pas de lire en ce moment et vraiment c'était pile poil ce que je recherchais, c'était direct et en même temps c'était touchant et ça m'a un peu sorti dans ma zone de confort dans le sens où j'ai pas l'habitude de lire des romances où il y a un écart d'âge entre les personnages et au début je vous avoue que j'étais un peu mal à l'aise, il faut le souligner parce que j'étais en train de me poser mille et une questions mais pour le coup il y a rien pour moi de très malaisant, c'est juste moi j'ai pas l'habitude, j'ai pas affaire à ce genre de choses très souvent et du coup voilà c'était vraiment une très très bonne découverte. J'irais pas dire que c'était un coup de cœur mais j'étais trop contente de le lire et ça a vraiment pu me faire une très bonne transition entre tout ce que je lisais ces derniers temps. Donc voilà, si vous avez envie de lire une romance contemporaine nu adulte, public averti s'il vous plaît. Et puis Heavy nous fait de très belles citations, un jour faudra que je fasse un post spécial pour ça. Ensuite j'avais reçu il y a quelques temps The Love Hypothesis de Ali Hazelwood aux éditions Hauteville et je l'ai lu, je pense que c'était au mois d'août. C'était une petite perle. Vraiment le genre de comédie romantique qui te fait te sentir bien. Nous avons ici Olive Smith, ah mais là aussi il y a un écart d'âge. Est-ce que je m'intéresse à ça en ce moment? Bref, Olive Smith est une étudiante en chimie, elle est en 3e année de doctorat et elle ne croit pas du tout aux relations durables, voilà. Sa meilleure amie, elle, va craquer sur un mec. Olive se trouve a été proche de ce mec là mais sa meilleure amie ne veut pas se mettre en couple avec, genre et pour se sortir de cette situation, faire comprendre à sa pote que vas-y go je m'en fiche, le code des filles tu te mets là où je pense, c'est ce qu'elle lui dit, c'est pas moi qui l'ai dit, elle va donner une preuve à sa meilleure amie puisque tous les biologistes fonctionnent avec des preuves et elle va aller voir Adam, je ne sais pas, qui était un jeune professeur et il se trouve qu'un soir elle va tomber sur lui, sa pote est pas très loin et bim, ah bah zut, elle vient de l'embrasser. Et c'est de là que va commencer une fausse histoire d'amour entre les deux, puisque elle peut faire croire à sa meilleure pote qu'elle a un mec et donc qu'elle est passée à autre chose, et lui va avoir besoin d'Olive pour pouvoir gagner des fonds. C'est très bizarre dit comme ça. Non mais c'est qu'en gros les gens de l'université vont croire qu'il est vraiment installé parce qu'il s'est mis en couple et tout, qu'il est posé dans sa tête et donc il va pouvoir débloquer des fonds pour sa recherche. Voilà, c'était bizarre. Et j'ai trop aimé cette romance, j'ai adoré le personnage de Adam, j'ai adoré sa complexité et j'ai adoré le tempérament d'Olive, c'est vraiment le genre des personnages. Elle est flamboyante quoi, elle est hyper solaire, elle va hyper vite et en même temps elle a quelque chose d'assez particulier puisque elle fait ses études dans un but très précis qui lui est très cher à son cœur, donc en fait un tout petit échec qu'elle va pouvoir faire ça va vraiment la démolir et elle ne veut que des choses parfaites dans sa vie, surtout par rapport à ses études et son futur métier et pour la recherche qu'elle mène et j'ai adoré et j'avoue que je suis pas du tout experte, moi biologie, chimie, je comprends. Vraiment, les livres, ça je sais. Donc je sais pas vous dire si c'est très réaliste, si c'est pas réaliste, je n'en sais rien. Les doctorats pour avoir telle ou telle ressource financière, pour avoir telle labo, je n'en sais foutrement rien de comment ça se passe. Mais j'ai adoré cette histoire, vraiment. C'est le genre d'histoire pour le printemps, pour l'été, qui te fait tellement du bien parce que ça te sort un peu de ton quotidien et ça te sort de plein d'a priori quand même. Et ce livre a le mérite d'être très dynamique par rapport à celui que je vais vous montrer. Eh ben on va en parler de celui-ci. Non, je dramatise vraiment. J'ai lu ce livre du coup en lecture commune avec mon amie Elise et mon amie Isaline pendant le mois d'août où on était toutes les trois ensemble pendant une semaine. C'est un livre qui a été choisi parmi vous. Vous avez choisi du coup sur Instagram dans nos stories et c'est celui qui... Putain mais j'ai la bougeotte. Et c'est celui du coup qui a remporté les sondages, a dû j'ai voté, c'est celui-là qu'on a acheté. Émilie Henry, dans la romance en ce moment, en tout cas dans les pays francophones, elle fait beaucoup parler d'elle, je ne sais pas qui c'est, je ne le connais pas, mais du coup en tant que bonne poire, du coup j'ai fini par l'acheter vu que c'était celui qui est sorti au sondage et du coup il fallait lire en lecture commune. Première chose à savoir, nous sommes sur une romance estivale et deuxième chose importante à savoir, nous sommes sur un véritable slow burn, vraiment véritable, je tiens à insister là-dessus. Au départ de ce livre, nous sommes avec Poppy et Alex, tous les deux ça fait très longtemps qu'ils se connaissent et ils ont pour habitude de partir en vacances ensemble. Jusqu'à ce qu'il y a 2 ans, donc c'est là qu'on va démarrer, où une certaine dispute ou quelque chose a frappé dans leur amitié et ensuite silence radio. 2 ans plus tard, finalement, ils repartent
en vacances ensemble. Donc logiquement, ce silence va se briser. Comment? Pourquoi? Parce que... Non, je rigole. Mais on va savoir le pourquoi du comment. Comme je l'avais dit sur ma chronique Instagram, on est ici sur vraiment un mélange entre amitié, romance, voyage. Vraiment, on part à la découverte de plein d'endroits différents. Et les chapitres s'alternent entre passé et présent, même si je pense que si je m'amusais à faire un ratio, on a beaucoup plus de chapitres dans le passé que dans le présent, ce qui a été pour moi la plus grosse frustration dans ce roman, c'est que j'avais l'impression qu'on n'avançait pas, qu'on était toujours en train de faire un flashback en arrière, et c'était un peu chiant quoi à la longue. Et pourtant la romance de Poppy et Alex, c'est tellement le genre de romance que moi-même j'aimerais écrire, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se construit entre les deux, vu que ça part à la base d'une amitié, ils ont vraiment eu le temps de se connaître, et vraiment ils ont ce truc de s'accepter avec leurs défauts mais aussi leurs qualités, et ils vont pas juger l'autre sur ses défauts, genre vraiment ils acceptent la personne telle qu'elle l'est entièrement, et c'est ce qui est bien dans une amitié. Et quand tu passes de l'amitié à l'amour, très souvent c'est quelque chose qui est beaucoup plus fluide entre guillemets, mais qui paraît dans les livres mieux construit parce que les personnages s'acceptent tels quels. Enfin ils découvrent pas un défaut du jour au lendemain quoi. J'ai beaucoup aimé du coup leur construction et de voir leur relation évoluer petit à petit, et je pense que si on avait eu moins de chapitres dans le passé, il y aurait eu moins cette frustration et cette impression de longueur que j'ai ressenti pendant tout le livre, même si encore une fois j'ai vachement apprécié les deux personnages qui sont tous les deux encore une fois aux antipodes, même si tous les deux du coup aiment beaucoup la découverte et les voyages pour le coup. En ce qui concerne la plume d'Emily Henry, je ne sais pas trop quoi vous dire, j'ai pas vraiment eu le temps, c'est paradoxal je sais, d'analyser sa plume, parce que du coup vu que j'étais fixée sur cette impression de lenteur dans les chapitres qui touchaient le passé, je sais pas quoi dire. Tout ce que je peux vous dire c'est que le prochain Emily Henry, c'est sûr que je l'achète pour pouvoir justement voir si c'est entre guillemets ma nouvelle Colleen Hoover et une nouvelle autrice de romance que je prendrai plaisir à suivre. Et en parlant de Coho, oui madame, oui messieurs, j'ai enfin lu un nouveau Colleen Hoover. Pas du tout celui que j'ai mis dans mes piles à lire précédentes, mais j'en ai lu un. Du coup c'est Cœur et âme, c'était celui qui me donnait le plus envie, même si tout ce que j'ai dans ma palette me donne très envie, mais c'est celui qui est sorti. Non mais aussi c'était celui qui faisait le plus semeur d'après la couverture. Ici nous avons le personnage de Beya qui a grandi dans la pauvreté complètement, puisque sa mère qui est une droguée passait absolument le moindre sou dans sa consommation. Elle ne connaît que très peu son père, elle l'a vu une petite poignée de jours, et son père pourtant lui donnait de l'argent pour qu'elle puisse vivre de manière décente, mais sa mère utilisait 100% de cet argent pour, encore une fois, sa consommation. Malgré tout, Beya arrive à décrocher l'université qu'elle veut avec une bourse, donc c'est tout frais payé. Et alors qu'elle est à 2 mois du grand départ, sa mère malheureusement décède des suites d'une overdose. Et du coup, ça va la plonger dans une situation très compliquée, puisque en fait, il y a beaucoup de retard de loyer. Elle se retrouve sans argent, sans toit, sans bouffe, sans rien, et elle décide d'appeler du coup son père, puisqu'elle se retrouve pour la première fois de sa vie absolument toute seule, même si avec sa maman c'était toujours assez compliqué et elle a dû grandir beaucoup plus vite que la norme. Elle va alors débarquer chez son père et contre toute attente elle va être très bien accueillie. Elle pensait que du coup en débarquant soudainement, alors qu'encore une fois comme je vous ai dit elle l'a vu que très peu de fois, ça allait être compliqué, ça allait être tendu, alors que lui l'accueille très chaleureusement. Elle va aussi rencontrer le personnage de Samson qui lui est un personnage assez différent d'un point de vue classe sociale, et pourtant elle sent en lui son âme sœur. J'ai beaucoup aimé ce livre qui met en avant le fait que les apparences sont très souvent trompeuses, que le karma il bouge, la roue tourne, et qu'il y a des moments dans notre vie où nous sommes obligés de se construire seuls. Ça a pas vraiment fait écho quelque chose en moi puisque je n'ai pas vécu de situation similaire à Beya, mais ça m'a fait un peu fait écho quand même quand tu te retrouves à avoir aucun pote, que tu préfères être seule plutôt qu'être mal accompagnée. C'est quelque chose que j'ai vécu à plusieurs reprises, et je le dis pas ça en me moquant hein, ou en étant triste, je suis bizarrement reconnaissante d'être passée par là. Et Beya clairement elle a été toute seule quoi, et elle a appris du coup à se reconstruire complètement toute seule. Moi j'avais mes parents pour le coup, j'avais ma famille, là si, il y a son papa mais elle connaît très peu son père quoi, et elle va apprendre à redécouvrir plein de merveilles. Et ce qui était cool c'est que vraiment les petits trucs du quotidien, bah ça te fait déculpabiliser parce que elle arrivait presque à les romantiser et à voir la beauté dans plein de choses. Du coup j'ai un peu relativisé. C'était un peu un moment où je pouvais m'apaiser et relativiser sur mon quotidien. Je pense que pour ce roman je ne suis pas très objective parce que maintenant dès que j'ouvre un Colleen Hoover je me dis à chaque fois c'est sûr que tu vas passer un bon moment. Donc c'est pas le meilleur Colleen Hoover que j'ai lu, je pense que à ce jour ça reste encore Verity et jamais plus, mais c'est un roman vraiment très good vibes. Je pense que je le mettrai quand même au-dessus de Regretting You qui peut être un peu similaire dans la trame et par rapport au passé des personnages, mais j'ai vraiment bien aimé, j'ai passé un très bon moment, c'était fluide, c'était un
peu reposant, même si au début c'est quand même hard de découvrir un peu son histoire. L'histoire était très belle et émouvante, mais c'était pas assez transcendant que dans d'autres Colleen Hoover où vraiment j'ai été prise à 1000%. Et là on n'était pas autant. C'était bien, mais juste bien. Voilà, si vous avez besoin de d'autres reviews littéraires hyper détaillées, vous savez, vous pouvez venir ici. Voilà, c'est enfin fini pour ce point lecture, rattrapage de mes lectures de cet été. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez envie de voir les autres lectures que j'ai pu faire cet été, c'est pour le channel Roman Young Adult. Je vous mets la vidéo du coup à la fin, dans l'outro. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et nous on se retrouve samedi pour une prochaine vidéo. Bye!